la déclaration de l'enfant ne se contenta pas de briser le silence oppressant de la cour, elle le fit exploser, déchirant l'air avec la fureur d'un éclair au milieu d'un orage soudain. Relâchez le mendiant et je vous dirai qui est le véritable coupable. Immédiatement, chaque son s'éteignit. Le juge, figure d'autorité pétrifiée, resta le marteau suspendu dans un limbe inerte. Le procureur pivota sur ses talons, affichant une expression de surprise confinant à l'indignation, tandis que le public éclatait en un murmure chaotique et dense. Au premier rang, un homme dont le costume cher criait la puissance et l'éloquence serra les poings avec une force viscérale, sentant la peur, une sensation étrangère et corrosive, lui parcourir l'échine pour la première fois. Cet homme était Gustavo Nogueira, l'entrepreneur respecté, le symbole intouchable d'une élite impunie. Sur le banc des accusés, Eduardo Solto, le mendiant traité de voleur, releva la tête avec une lenteur presque douloureuse. Ses yeux étaient troubles, remplis de larmes contenues et d'un silence que la misère avait rendu presque permanent. Face à lui, le jeune Gabriel Bastos, à peine âgé de 11 ans, se dressait comme un phare inattendu de courage, possédant une bravoure qui surpassait de loin la pusillanimité des adultes qui l'entouraient. L'enfant tenait un vieux téléphone portable entre des mains tremblantes, mais il le portait avec la solennité de celui qui porte une croix dans un moment de jugement dernier. « J'ai les preuves », annonça-t-il. Le simple mot « vérité » sembla allumer quelque chose de sacré dans l'air stagnant de la salle, et pendant un instant fugace, tous comprirent que ce qui serait jugé ce jour-là n'était pas un simple vol, mais l'essence morale et l'âme de toute une société. Le juge frappa avec le maillet avec une violence vide, silence dans la salle. Mais le silence qui revint n'était pas celui de l'obéissance, mais une entité tendue qui respirait la peur, latente et une fois inattendue. Qui a autorisé l'entrée de ce mineur? Tonna le juge, tentant désespérément de reprendre un contrôle perdu. Personne ne répondit. Le procureur expira avec dédain. Ce n'est pas un cirque, jeune homme. Gabriel, inébranlable, répondit avec le calme qu'apporte la conviction, non, monsieur, c'est un tribunal, et dans un tribunal, il devrait y avoir la justice. La phrase, pure et précise, tomba sur le cœur de tous comme une pierre lancée avec intention. Quelques rires nerveux jaillirent, mais ils furent rapidement étouffés par la gravité du moment. Eduardo, le mendiant, gardait le regard baissé, la poussière de la rue encore prise dans sa barbe. Ses mains, attachées, tremblaient sans contrôle. Il était l'image vivante d'un homme attendant la fin inévitable de sa dignité. Et pourtant, l'enfant en face de lui le regardait avec une profondeur qui transcendait l'accusation, voyant quelque chose que les autres avaient oublié ou décidé d'ignorer, la dignité intrinsèque de l'être humain. Le juge fronça les sourcils avec impatience. « De quelle preuve parles-tu, enfant ?» Gabriel prit une profonde respiration, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec un effort visible. « De la vidéo que personne n'a voulu voir. » Il leva le portable. La lumière bleutée de l'écran illumina son visage juvénile, si fragile et si résolument décidé. Cet homme n'a rien volé. Vous êtes sur le point de condamner un innocent. Le procureur courba les lèvres dans un sourire de mépris calculé. Et qui es-tu pour faire cette affirmation? Gabriel le regarda fixement, sans cligner des yeux. Je suis celui qui a vu la vérité quand vous avez choisi de détourner le regard. La réplique, simple mais dévastatrice, fut une gifle au cynisme institutionnel. Gustavo détourna la vue, la sécheresse de sa bouche devenant palpable. Le juge déglutit, sentant que l'air sentait maintenant la poussière et la peur. Dans un coin, un murmure pieux s'éleva, Dieu est en train de voir cela. Eduardo tenta de parler, mais sa voix lui manqua. Je n'ai rien fait, monsieur. Sa supplique se perdit parmi les respirations contenues de la salle. L'enfant fit un pas en avant, raccourcissant la distance entre le banc et l'estrade. Je le sais, parce que j'étais là. Le juge l'observa, profondément déconcerté. Là. Gabriel hocha la tête. Le jour du prétendu vol. Il n'était pas en train de voler, il était en train de sauver une vie. Un murmure électrisé parcourut la salle. Le procureur tenta un rire forcé, mais le son se brisa dans sa gorge. Gustavo baissa la tête, évitant le regard pénétrant de l'enfant. Pendant un instant chargé d'éternité, le temps sembla s'arrêter. La justice, dans son essence la plus pure, et le mensonge, dans son déguisement le plus élaboré, se retrouvaient face à face, et au milieu, un enfant minuscule maintenait le fragile équilibre de la balance. La connexion des fils perdus.
Le juge se pencha en avant, la voix tendue par l'attente. Apportez-lui le portable. Gabriel avança lentement, chaque pas résonnant sur le marbre comme un coup de tambour dans la conscience collective. Il déposa l'appareil sur la table. Le juge le connecta au projecteur, et une lumière blanche et implacable baigna le visage du mendiant. L'image prit vie. On y voyait Gustavo remettre un paquet suspect à un autre homme dans une ruelle sombre. En arrière-plan, indéniablement, se tenait Eduardo, couvrant de son manteau en lambeaux un enfant trempé par la pluie. C'était Gabriel. Ce jour-là, il m'a sauvé, dit l'enfant, sa voix se brisant maintenant sous l'émotion. Et vous l'avez traité de voleur. Le juge ne put prononcer un mot. Personne ne le put. Seul l'écho de la pluie résonnant de l'extérieur et le tremblement silencieux de l'enfant remplissaient l'air. En cet instant de vérité nue, il sembla que le Christ lui-même était entré au tribunal, non pas avec des sermons, mais avec la force silencieuse d'une vérité indéniable. La tension continuait de sentir la poudre, mais c'était une tension différente, celle qui précède un changement irréversible. Dehors, l'averse persistait, comme si le ciel participait à la sentence. Eduardo Solto était toujours sur le banc, mais son regard n'était plus perdu, il était fixé sur les ombres des vitraux. Il avait les lèvres gercées, les mains attachées et les vêtements saturés de misère. Face à lui, Gustavo Nogueira essuyait sa sueur avec un mouchoir de lin, avec une élégance étudiée qui ne pouvait masquer sa panique. Son costume impeccable contrastait cruellement avec l'odeur d'humidité et de pauvreté qui émanait d'Eduardo. Ils étaient deux mondes séparés par un gouffre social qui n'avait nul besoin de mots pour être défini. Ce pays coule parce que des gens comme lui respirent le même air que nous, murmura quelqu'un dans la salle, résumant le mépris d'une classe. Eduardo écouta, mais ne réagit pas. Il avait appris que le silence, dans son état, était la seule armure. Cependant, au plus profond de sa poitrine, un nouveau sentiment s'agitait, ce n'était pas de la rage, mais une foi inébranlable, la certitude que, même si le monde l'accusait, Dieu observait. Le juge parcourut les documents avec une fatigue qui semblait millénaire. Un vol dans la propriété Nogueira, un collier d'une valeur inestimable, lut-il à voix haute. Le procureur sourit avec une suffisance qui n'était pas encore éteinte. Et les preuves sont ici, dit-il en désignant un sac à dos sale et usé, d'où il sortit le collier enveloppé dans un chiffon crasseux. Eduardo baissa la tête. Il savait que cette preuve avait été montée de toutes pièces. « Avez-vous quelque chose à dire » demanda le juge. Le mendiant déglutit. « Juste que je ne l'ai pas fait. » Une vague de rires étouffés emplit la salle. « Ils disent tous la même chose » ironisa le procureur. Le pouvoir riait ouvertement de l'innocence, et la justice, aveugle par choix, semblait apprécier le spectacle. Gustavo jouait avec l'anneau à son doigt avec un calme répété. Il savait que sa fortune n'achetait pas seulement des avocats, mais de la crédibilité. Entre lui et Eduardo existait une différence presque sacrée, l'un couvert de soie et de parfum, l'autre enveloppé de haillons et d'une odeur aigre. Mais dans les yeux épuisés du mendiant se trouvait une dignité résiliente que l'entrepreneur ne pourrait jamais comprendre. Alors que Gustavo feignait de vérifier sa montre en or, Eduardo se souvint du seul acte de bonté qu'il avait connu depuis longtemps, une femme lui avait offert du pain chaud sous un pont. « Dieu n'oublie pas ceux qui sont vrais », lui avait-elle dit. Ces mots lui insufflèrent une force silencieuse au milieu de la moquerie. Il regarda le juge d'une voix faible, mais ferme, « La justice n'est pas dans les papiers, elle est dans le cœur. » Personne n'applaudit ni ne sembla comprendre, mais le silence qui suivit fut différent, lourd, inconfortable, presque révérencieux, comme si pour une seconde, le tribunal avait perçu la présence de l'invisible. « Accélérez cela, je ne veux pas perdre plus de temps », murmura Gustavo, irrité, à son avocat. Celui-ci, sûr de la victoire, prit la parole, « Votre honneur, cet homme représente la décadence totale de notre société. Un vagabond sans métier, sans morale. Il a volé parce qu'il ne connaît pas d'autre mode de vie. » Eduardo serra les poings, non par l'offense, mais par l'injustice. Ses yeux croisèrent ceux de Gustavo, et pour la première fois, le puissant se sentit observé non par un mendiant, mais par sa propre conscience. Il détourna le regard, mal à l'aise. Le juge frappa du maillet. « Nous allons continuer avec l'épreuve. » Personne ne savait que cette phrase, si routinière, serait le commencement de la fin pour le puissant Gustavo. Dehors, le ciel s'ouvrit un instant, laissant passer un rayon de lumière que personne ne remarqua, sauf Eduardo.
La lumière tomba directement sur son visage fatigué. Ce fut un murmure muet, « Résiste ». Et il le fit. Pendant que Gustavo continuait de discuter contrat et réputation avec son défenseur, le mendiant priait en silence, demandant la rédemption. Non seulement pour lui-même, mais pour l'homme qui l'avait condamné. Pardonne-lui, Seigneur, car il ne sait pas ce qu'il fait. Dans un monde où l'argent dictait les sentences, cette prière était un acte de révolution spirituelle, une braise de foi sous les cendres de la défaite. L'origine du courage. Gabriel avait toujours été un enfant intensément curieux. Il vivait avec sa mère dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, où l'air était perpétuellement parfumé par la brioche et le café fraîchement moulu. Il n'était pas riche, mais il ne vivait pas non plus dans l'extrême pauvreté, il habitait cette frange invisible où les gens apprennent prématurément que la justice est un bien capricieux. Le jour du prétendu vol, il était allé à la propriété Noguera chercher un travail pour sa mère. Il pleuvait avec une force implacable. Il se souvenait du son rythmique des gouttes frappant les toits de zinc et de l'écho des pas pressés dans les immenses jardins. Ce fut alors que ses yeux capturèrent ce qu'il ne devait pas voir, Gustavo Noguera, le propriétaire du manoir, remettant un paquet à un homme avec une casquette noire. Gabriel se cacha derrière un mur, tremblant de froid et d'adrénaline, enregistrant tout avec son vieux portable. Il ne comprenait pas la complexité de l'échange, mais son instinct enfantin criait que c'était quelque chose de crucial. Juste après, Eduardo, le mendiant, apparut en courant dans la rue, couvert d'un manteau rapiécé et d'un regard de fatigue pérenne. En passant, il s'arrêta brusquement. Gabriel avait glissé et était tombé dans le caniveau inondé. « Tranquille, mon garçon, donne-moi la main, » dit l'homme, déjà trempé jusqu'aux os. Il le sortit du fossé, lui mit son unique manteau sur les épaules et l'accompagna jusqu'au coin de la rue sûre. Gabriel le remercia d'un sourire timide, sans imaginer que ce simple acte d'humanité deviendrait la pièce maîtresse d'un procès national. L'enfant rangea la vidéo, sans savoir qu'il venait d'enregistrer le mensonge fondateur de sa ville. Derrière les murs de marbre, l'entrepreneur corrompu tissait déjà la toile du silence. Cette nuit-là, Gabriel ne put trouver le sommeil. Le vent frappant la fenêtre se mêlait à la marée croissante de ses pensées. Il se souvenait des yeux du mendiant. Ce n'étaient pas les yeux d'un voleur, mais de quelqu'un qui avait connu la douleur trop intimement pour continuer à abriter la haine. À la télévision, les nouvelles parlaient du « vol scandaleux », montrant des photos d'Eduardo menotté, sale et confus. « Voleur arrêté », titrait le bandeau. Gabriel sentit un nœud glacé dans sa gorge. Sa mère, remarquant son angoisse, demanda « Qu'est-ce qui t'arrive, mon enfant ?» Il secoua la tête, mais les larmes trahirent son secret. « Maman, ce n'est pas lui. » Elle l'embrassa, sans comprendre l'ampleur de la connaissance que portait son fils. Cette nuit-là, tandis que les lumières de la ville s'éteignaient, une petite mais féroce flamme de courage s'alluma dans le cœur de Gabriel. 2 jours passèrent. La ville était toujours obsédée par l'affaire. À l'école, ses camarades répétaient les préjugés qu'ils entendaient à la maison, ils disent que ce mendiant a volé des millions. Il l'a sûrement mérité. L'enfant baissait la tête, se mordant les lèvres pour ne pas crier sa vérité. Il gardait le portable comme un secret dangereux, le regardant encore et encore, doutant. Et s'il ne me croit pas? Et s'il se moque de moi? La voix de la peur était forte, mais sa conscience le poussait. Chaque fois qu'il pensait à Eduardo, il se souvenait du poids du manteau mouillé sur ses épaules, de la chaleur offerte au milieu du froid. Un homme qui donne son manteau ne vole pas un collier, se répétait-il. Sa foi enfantine se mêla à une certitude pure et presque sacrée. La vérité devait se manifester. Un après-midi, tandis que le ciel s'obscurcissait, Gabriel s'agenouilla près de son lit et éleva une prière, « Jésus, donne-moi du courage. Je ne veux pas qu'il punisse un innocent. » Le silence de la pièce fut rempli d'une paix inattendue. Un éclair illumina la fenêtre, et pour un instant, l'enfant crut voir une silhouette sereine, une ombre lumineuse l'observant. Il ne sentit aucune peur. Il se leva, déjà décidé. Il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain, il cacha le portable dans sa poche et se dirigea vers le tribunal. Il marcha au milieu d'adultes qui l'ignoraient, le cœur battant comme un tambour de guerre. Une seule phrase se répétait dans son esprit, « La vérité libère ». Quand il franchit les portes du palais de justice, il sut qu'il n'était plus seulement un enfant, il était la voix de Dieu entrant au cœur d'un système corrompu, disposé à briser le pacte du silence. Le duel de l'innocence et du pouvoir.
Le tribunal était bondé. Les caméras brillaient de l'éclat de ceux qui attendaient un spectacle médiatique, non la justice. Au premier rang, les rires discrets se mêlaient à la rumeur des journalistes, prêts à écrire des gros titres anticipés. Personne ne regardait le mendiant avec compassion, il l'observait comme un coupable dont la condamnation était une simple formalité. Eduardo Solto gardait la tête baissée, ses mains menottées sur ses genoux. Le juge Eduardo Prado feuilletait des documents avec désintérêt. À sa droite, le procureur Alexandre Merel souriait avec le triomphe gravé dans les yeux. « Cet homme a volé parce que la misère l'a poussé », dit le procureur avec un ton théâtral qui provoqua des murmures d'approbation. Le pouvoir parlait avec autorité, et la vérité, une fois de plus, semblait enchaînée. Gustavo Nogueira, assis parmi le public, croisa les jambes, ajustant sa cravate dans un geste d'indifférence feinte. Cependant, un léger reflet d'inquiétude s'agitait dans son regard. Il savait que tout mensonge a une date de péremption. Eduardo entendait à peine les phrases du procureur. Il a volé un collier de valeur historique. Nous l'avons trouvé dans son sac à dos. Chaque mot était une blessure fraîche. Il tenta de protester, mais sa voix se brisa. « Je ne l'ai pas fait, monsieur. » Le juge l'interrompit sans le regarder. « Nous avons déjà entendu votre version. » Au fond de la salle, Gabriel observait, serrant le portable dans sa poche. Il sentait que l'air pesait, que l'injustice pouvait être sentie. « Ce n'est pas la justice, pensa-t-il. C'est la peur déguisée en loi. » Les gens murmuraient avec dédain, bien sûr qu'il l'a fait. Tous les pauvres sont pareils. Chaque mépris était une pierre jetée à la dignité du mendiant. Au milieu du bruit, une goutte d'eau tomba du plafond, frappant le sol d'un son net et solitaire. Eduardo leva les yeux et ses yeux rencontrèrent ceux de Gabriel. En eux, il vit ce que les autres avaient perdu, l'espoir. L'enfant lui fit un geste léger, presque imperceptible, portant son doigt à ses lèvres, comme pour dire « Tiens bon ». À cet instant, le mendiant sentit qu'il n'était pas seul. C'était comme si une présence invisible et sereine l'enveloppait. Peut-être était-ce la foi, peut-être Jésus lui rappelant que la vérité peut être écrasée, mais jamais détruite. Le procureur continua d'alimenter l'ego du tribunal, l'accusé représente la décadence morale de notre société. Un homme sans toit, sans travail, sans principe. Eduardo ferma les yeux, murmurant une prière en silence, « Dieu, ne permets pas que la haine parle pour moi. » En les rouvrant, quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était plus le reflet d'un vaincu, mais celui de quelqu'un qui comprenait son but. Son calme commença à incommoder. Soudain, le juge éleva la voix. « Assez de sentimentalisme. Nous allons passer à la sentence. » À cet instant précis, Gabriel fit un pas en avant. Personne ne remarqua sa présence jusqu'à ce que sa voix enfantine, malgré son volume modéré, traversa la salle avec une clarté inattendue. « Ce n'est pas la justice. » Le murmure cessa complètement. « Qui a parlé ?» demanda le juge, visiblement irrité. L'enfant avança, portable à la main. « Je l'ai tout vu. » Le procureur laissa échapper un rire moqueur. « Que peut savoir un enfant ?» Gabriel le regarda avec fermeté. « Je sais que vous ne voulez pas voir. » Ces mots, simples et purs, résonnèrent avec plus de force que n'importe quel plaidoyer légal. Tandis que tous retenaient leur respiration, le jugement aveugle chancelait face à la lumière d'une âme innocente. Le juge frappa du maillet 3 fois, inutilement, tentant de restaurer un ordre qui était déjà impossible. Tous regardaient l'enfant qui avait osé défier l'autorité. Gabriel, le visage pâle mais les yeux allumés par la conviction, tenait le portable comme une arme sacrée. « J'ai la vérité ici », affirma-t-il. Le procureur se moqua d'un rire sec. « Une vidéo ? Ce n'est pas une émission de télévision, enfant. La justice ne se fait pas avec des jouets. » Le public rit nerveusement, mais Gabriel ne céda pas. « Alors, regardez-la, et vous verrez que ce que vous appelez justice est un mensonge. » La phrase traversa tout comme un éclair. Le juge prit une profonde respiration. « Approche-toi. » Et par ce geste, sans le savoir, il ouvrit la porte à la vérité que tous avaient tenté d'enterrer. Gabriel marcha lentement vers l'estrade. Eduardo le suivait du regard, n'osant pas croire ce qu'il voyait. L'enfant tendit le portable. « Tout est là, monsieur le juge. » Le procureur s'avança,
indigné. Objection. Ce matériel ne fait pas partie du dossier. Le juge hésita. Il regarda le procureur, l'enfant, et finalement le mendiant. La tension était si dense qu'elle se sentait sur la peau. Si ce que dit cet enfant est faux, il en assumera les conséquences, dit-il d'un ton grave. J'accepte, répondit Gabriel fermement. Le juge connecta le portable au projecteur. L'écran s'illumina, et la lumière blanche baigna tous les visages. Pendant un instant éternel, personne ne respira. La chute du pouvoir. L'image apparut, Gustavo Nogueira, clairement visible, remettant un paquet enveloppé dans un tissu à un homme coiffé d'une casquette noire derrière la propriété. Bien que la vidéo tremblât, c'était indéniable. Et en arrière-plan, on voyait Eduardo Solto, le prétendu voleur, aidant un enfant trempé et effrayé sous la pluie. « C'est moi », murmura Gabriel d'une voix brisée. La salle entière resta immobile, figée par la révélation. Gustavo serra la mâchoire. « Ceci est une manipulation », murmura-t-il, son ton creux et sans conviction. Mais le juge, sans quitter l'écran des yeux, répliqua, « Il ne semble pas y avoir de coupure. » Continuez la vidéo. Les images continuèrent, montrant la culpabilité de Gustavo et l'humanité d'Eduardo. Le silence devint si profond qu'on entendait le bourdonnement du projecteur. Lorsque l'enregistrement se termina, le juge s'appuya sur sa chaise, stupéfait. « Monsieur Nogueira, pouvez-vous expliquer cela ?» L'entrepreneur déglutit. « Cela ne prouve rien. » Mais le public murmurait déjà ouvertement. Le mensonge s'écroulait. Le procureur, pâle de honte, tenta de reprendre le contrôle. « Excellence, nous ne pouvons pas baser une sentence sur une vidéo enregistrée par un enfant. » Le juge l'interrompit, cinglant, « Cette vidéo montre des faits, et les faits sont le langage de la vérité. » À ce moment, une rafale de vent ouvrit une fenêtre du tribunal. Un rayon de soleil pénétra dans la salle, tombant directement sur Eduardo. C'était la même lumière que Gabriel avait perçue cette nuit-là. Eduardo pleura en silence. « Merci, Seigneur, » murmura-t-il. La vérité a parlé. Le juge frappa du maillet, ému. Ce tribunal ordonne la vérification immédiate du matériel. Le public éclata en applaudissements. Gustavo tenta de se lever, mais deux policiers s'approchaient déjà discrètement. Gabriel respira profondément, sentant le poids du monde s'alléger. Il regarda le mendiant et sourit. « Je vous l'ai dit. La vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. » Eduardo lui rendit le sourire entre les larmes. « Et tu es la preuve qu'il existe encore la justice. » Pour la première fois, le tribunal ne sentait plus le pouvoir ni la peur, il sentait l'espoir. L'éveil de la conscience. L'air était devenu irrespirable. Le juge décréta une pause de 10 minutes, mais personne ne bougea. Tous observaient Gustavo Nogueira. Son visage avait perdu toute couleur, l'éclat arrogant de ses yeux s'était éteint. « C'est une farce, un montage », cria-t-il, mais sa voix n'inspirait plus le respect. Eduardo, toujours debout, tremblait. « Mon Dieu, » murmura-t-il, « je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. » L'enfant s'approcha et lui prit la main, petite et ferme. « C'est la vérité qu'il a fait, monsieur. Pas moi. » Eduardo le regarda avec tendresse. « Non, mon enfant. Tu as été sa voix. » Une caméra captura l'instant, l'enfant de 11 ans prenant la main de l'homme que le monde avait condamné sans preuve. La photo deviendrait un symbole national de foi et d'innocence. Gustavo serrait les dents, furieux. « Savez-vous à qui vous avez affaire » lança-t-il au procureur à voix basse. « Cela va me coûter des millions, mais je peux encore arranger ça. » Le procureur, nerveux, ne répondit pas. Il comprenait qu'il avait misé sur le mauvais côté. Gustavo insista, « Les preuves s'achètent. » Une journaliste proche capta la phrase. La rumeur se propagea comme un incendie. Le juge revint, frappant du maillet. Ordre dans la salle. Il regarda Gustavo avec mépris. « Monsieur Nogueira, la justice ne s'achète ni ne se manipule. Ce tribunal a vu trop d'arrogance et trop peu de vérité. » Les applaudissements éclatèrent. Eduardo pleura, mais cette fois, de soulagement. Le juge ordonna la détention préventive de l'entrepreneur. Dehors, la nouvelle volait dans les rues.
Des foules se rassemblaient devant le tribunal avec des pancartes, « La vérité libère. Justice pour les innocents. » Eduardo regarda Gabriel. « Je ne sais comment te remercier. » L'enfant sourit. « Ne me remerciez pas, remerciez Dieu. » Un rayon de soleil filtra par les fenêtres, baignant le visage du mendiant. Le juge, observant la scène, comprit que cette affaire marquerait non seulement sa carrière, mais sa conscience. Il comprenait enfin que la justice ne se mesurait pas au pouvoir, mais à la vérité. L'héritage de la dignité. Le juge s'adressa au mendiant, la voix visiblement tremblante. Ce tribunal a commis une erreur. Monsieur Solto a été accusé injustement. Les preuves présentées par l'enfant Gabriel Bastos démontrent son innocence. Le silence était révérencieux. Par conséquent, j'ordonne sa libération immédiate. Le bruit des chaînes tombant au sol résonna comme une cloche sacrée. Eduardo ne réagit pas immédiatement. Il regarda ses mains libres sans comprendre. Le juge ajouta, et ce tribunal doit présenter des excuses publiques pour avoir manqué à la vérité. Gabriel courut et l'embrassa. Je vous l'ai dit, monsieur. Dieu n'oublie pas les innocents. Eduardo lui caressa les cheveux. C'est toi qui m'as rappelé qu'il existe encore la justice. Le juge descendit de l'estrade et s'approcha d'Eduardo. J'ai condamné beaucoup d'hommes, mais je n'avais jamais ressenti autant de honte. Eduardo lui prit la main. La honte peut aussi être un commencement, monsieur. Le juge demanda, pouvez-vous me pardonner? Le mendiant sourit faiblement. Je l'ai déjà fait. Cette réponse simple et nette provoqua des larmes dans la salle. Quand Eduardo franchit les portes du tribunal, le soleil l'accueillit. La foule l'acclamait, mais il marcha lentement, la tête haute, respirant la liberté comme un miracle. Gabriel le suivait. Sur les marches, Eduardo s'arrêta, regarda le ciel et dit, la vérité peut être humiliée, mais jamais vaincue. Pendant ce temps, dans sa propriété, Gustavo Nogueira voyait son visage apparaître dans tous les titres, entrepreneur corrompu démasqué par un enfant. Il jeta une coupe contre le mur. L'empire du mensonge s'écroulait. Personne ne voulait s'associer à lui. La chute du puissant avait commencé, non dans les tribunaux, mais au cœur d'une société qui commençait à s'éveiller. La vérité vit. Gabriel et Eduardo, étrangers au chaos médiatique, marchaient dans une rue tranquille. « Pourquoi tout le monde veut nous parler ?» demanda l'enfant. Eduardo sourit. « Parce que la vérité fait peur, mon enfant, mais elle illumine aussi. » Cette nuit-là, aux nouvelles, un journaliste clôtura son reportage, « Aujourd'hui, le pays a vu quelque chose que nous pensions perdu, l'humanité. » Les jours se transformèrent en années. Gustavo Nogueira, depuis sa cellule, commença un chemin de rédemption, enseignant aux autres détenus à lire. Son changement fut silencieux, mais profond. Eduardo et Gabriel fondèrent la « Maison de la Vérité », un refuge. L'arôme de pain fraîchement cuit du quartier devint un symbole de leur présence. Gabriel Bastos devint juge et défenseur des innocents. Il ne permit jamais qu'une affaire se termine sans écouter la voix du plus faible. Dans sa salle, on parlait de loi et d'humanité. Un après-midi, ils inaugurèrent la place du courage et de la vérité, avec une statue d'un enfant levant un portable et un homme au regard serein à ses côtés. À la base, l'inscription « La vérité peut être humiliée, mais jamais vaincue ». Des années plus tard, Gabriel rendit visite à Eduardo, déjà âgé et malade, au refuge. Il lui promit de continuer à se battre pour ceux que personne n'écoute. À l'aube, Gabriel le trouva assis près de la fenêtre, le visage serein et un léger sourire. Sur ses genoux, la Bible était ouverte, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Gabriel s'agenouilla, non avec tristesse, mais avec gratitude. L'héritage d'Eduardo Solto et de Gabriel Bastos a transcendé le temps. L'enfant qui a osé parler était devenu un juge qui défendait l'innocence. Le mendiant qui fut sauvé devint le phare de la foi. Chaque matin, avant d'entrer au tribunal, le juge Gabriel Bastos faisait une brève prière, regardant le ciel et murmurant « Jésus, que la vérité ne se taise jamais ». L'écho de cette histoire continua de résonner dans chaque coin du pays, un rappel éternel que l'amour, lorsqu'il est sincère, devient la seule et implacable justice.